L'organisation de la gestion des déchets, en effet, est un petit peu complexe par rapport aux différentes responsabilités, finalement. Ça s'est clarifié avec le rôle de l'État qui ne garde aujourd'hui qu'un rôle régalien. Historiquement, on pouvait avoir un État qui jouait aussi sur de la maîtrise d'œuvre pour des collectivités. Ça s'est grandement amélioré, entre guillemets, si on peut parler d'amélioration, mais en tout cas, l'État aujourd'hui a le rôle régalien. Donc le rôle régalien, ce qu'on connaît, donc de faire la loi et de la faire appliquer, puisque après, de manière déconcentrée, on a aussi toute la partie des préfectures qui autorisent des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est un arrêté préfectoral qui s'assure du respect de la réglementation par rapport à l'ensemble des services qu'il peut y avoir chez eux. Par exemple, la qualité des produits, on est concerné, on produit du compost par exemple, c'est les services de l'État qui doivent normalement contrôler que le compost répond bien aux normes qui sont imposées. Ensuite, il y a la déclinaison sur la responsabilité des collectivités, notamment de la planification. Les départements, historiquement, étaient compétents pour mettre en place des plans départementaux de gestion de déchets, ça date des années 90, et depuis justement les lois NOTRe, on est passé sur de la compétence régionale. Donc aujourd'hui, les régions se doivent de mettre en place un plan régional qui doit être cohérent d'ailleurs avec les SRADET, donc des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire. Donc là-dessus, ça devient un peu plus intéressant. Et donc c'est la région qui va travailler avec les collectivités locales pour mettre en place ce plan régional. Ce plan régional, ce n'est pas un outil de planification comme ça. C'est un outil de planification qui est opposable au tiers. Ça veut dire que derrière, nous, collectivités, je m'inclus dans ce côté-là, dans ce collège des collectivités, qui avons la compétence par la délégation des maires à une intercommunalité, mais on peut avoir des maires qui ont gardé leurs compétences de collecte et de traitement des déchets, devons mettre en œuvre les orientations qui sont prises par les régions. Et nous, eh bien, on choisit les plans d'action en fonction de la loi, en l'occurrence actuellement la loi de transition énergétique par exemple, du Code général des collectivités, mais aussi du plan régional opposable au tiers pour dire ce respect de la cadre réglementaire nous donne l'orientation qu'on doit suivre pour mettre en place nos politiques publiques de territoire. Donc des relations de collectivité à collectivité, régions qui sont de la planification et collectivités qui sont de l'opérationnel, et des relations de collectivité à État par le côté régalien. J'ajoute un dernier élément qui est le rôle de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est en gros un peu le bras armé technique et financier de l'État pour financer les politiques publiques, puisqu'il y aura une question aussi de relations régaliennes, juridiques, réglementaires, mais une relation financière aussi. Donc l'ADEME avec les régions sont aussi des bailleurs importants de la mise en œuvre des politiques publiques aujourd'hui. Donc on a aussi une relation régionale, notamment locale, avec ces agences de l'environnement qui doivent apporter un soutien technique, puisqu'il y a aussi l'expertise chez eux, et un soutien financier pour mettre en œuvre les politiques publiques visées par la planification régionale et la réglementation nationale. Le plan régional, il peut être plus ou moins ambitieux. Et là, on a vraiment un enjeu qui va être de l'ordre du politique. Quelle vision politique peut avoir la région? Et la région, elle va être forcément entre le côté national, donc l'application de toute manière de la réglementation nationale, elle ne peut pas faire autrement, et quelque part la pression de ces collectivités de son territoire sur les orientations qui ont déjà été prises, les choix qui ont déjà effectués, et arriver à trouver le bon compromis quelque part pour que ce plan soit accepté et soit mis en œuvre. Donc ça, c'est une des difficultés aujourd'hui des régions. Mais dans l'optimisation, tout va dépendre du choix politique. Est-ce qu'on a un choix politique qui est un choix, on va dire, on reprend les plans départementaux, on en fait une synthèse et on ne bouge pas? Est-ce qu'on a un choix politique qui va être ambitieux en disant on souhaite vraiment aller de l'avant, on souhaite profiter de la loi comme une opportunité pour mettre en œuvre des plans régionaux qui soient ambitieux et qui s'intègrent avec d'autres politiques publiques, par exemple la politique énergétique, la politique des transports, ça peut faire partie aussi via ces SRADET d'un vrai enjeu de territoire pour les régions. Donc la région a un rôle à jouer, mais ça va dépendre des orientations, des politiques publiques, on va dire régionales. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le déploiement des plans régionaux, qui se font à peu près tous en même temps, les orientations ne sont pas toujours aussi ambitieuses dans une région ou dans une autre. C'est un sujet particulièrement d'actualité. Le principe de REP, donc de responsabilité élargie du producteur, qui s'assimile à internaliser des coûts externes. Alors, ça veut dire quoi cette grosse phrase? C'est que jusqu'à présent, et jusque dans un passé très récent, avant les premiers éco-organismes, c'est le contribuable qui payait finalement la gestion de ces déchets.
Cette réglementation ou ces mises en œuvre de responsabilité élargie des producteurs ont pour but de dire non, c'est plus aux contribuables de payer, c'est aux consommateurs. Ça peut être la même personne, mais ce n'est pas forcément l'impôt qui doit financer ça, c'est celui qui achète et qui choisit d'acheter un certain nombre de produits qui doit financer l'élimination de ces déchets. Le premier, un des plus connus étant Éco-emballage, Citeo aujourd'hui, avec cette fameuse REP sur les emballages, donc il y a la fameuse écotaxe qui va financer. Ça a pris de l'ampleur. On parle de 18 filières qui peuvent exister, différentes, des filières qui vont être opérationnelles, c'est-à-dire que l'éco-organisme se charge de récupérer l'argent et de mettre en place les filières de collecte et de traitement. Il y a des filières financières, typiquement Citeo, que j'ai cité, qui va dire aux collectivités, mettez en œuvre les collectes, le tri et le traitement, et moi, je vous finance pour mettre en œuvre ça. Ou des filières carrément qui sont complètement autonomes, des filières qui ne font pas appel et qui s'occupent entre elles de gérer leurs propres déchets ou sous-produits. Ça veut dire une complexité, ça veut dire différents contrats à signer, donc une relation contractuelle avec ces éco-organismes. Je vais juste mettre un petit éclairage sur cette relation contractuelle. L'esprit des REP est tout à fait bon, acceptable et souhaité par l'ensemble des acteurs, en priori les collectivités. C'est la mise en œuvre qui va être un petit peu plus délicate. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte avec le temps et ce retour d'expérience qu'on a avec les différents éco-organismes que ce qui est censé par exemple être financé en totalité par le point vert, par cette écotaxe et que ce ne soit pas le contribuable qui paye, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la collectivité participe toujours, soit financièrement, soit en termes de logistique, par la mise à disposition de déchetteries, par des équipements qui sont mis en œuvre pour atteindre des objectifs de résultats encouragés par les éco-organismes. Et on se rend compte que le contribuable continue à payer, continue à donner de l'argent, à participer à ces éco-organismes-là. C'est ce qui pose problème aujourd'hui et ce qui fait l'actualité de 2019 aujourd'hui, c'est par exemple le cas d'éco-DDS, donc les déchets diffus spécifiques, qui sont les déchets dangereux, où il y a eu un problème d'agrément, une rupture des collectes, ça retombe sur les collectivités, est-ce qu'on arrête la collecte, est-ce qu'on continue la collecte, comment on la finance, avec des enjeux financiers très forts. Donc là-dessus, c'est une relation contractuelle des fois passionnée, qui engendre beaucoup de discussions, voire de conflits. Ça arrive jusqu'au tribunal. Il y a des jugements sur les statuts de ces éco-organismes ou le statut des contrats qu'on signe avec elles. Donc, sur le fond, on va dire que c'est une bonne solution. Donc, on fait payer au consommateur, donc celui qui va choisir d'acheter tel produit, finalement, de lui faire porter à lui le coût de la gestion du déchet qui va arriver. Après, dans la mise en œuvre, on a des améliorations à avoir. Mais je pense que ces améliorations, elles sont à la fois des deux côtés, du côté des collectivités et du côté des éco-organismes. Dernier point, est-ce que la mise en œuvre des REP est liée au service public? Est-ce que c'est un service public ou pas? Et là, il peut y avoir débat. On a eu des situations où les collectivités considèrent que c'est un service public qui s'assimile au reste, et d'autres, des points de vue, notamment des commissions interministérielles, qui disent c'est pas forcément un service public et quelque part, ça doit être les éco-organismes qui doivent assurer la totalité sans faire appel aux collectivités et que ça doit complètement être internalisé. Donc il y a encore des choses qui se caleront dans le futur pour voir comment on va à nouveau faire évoluer cette relation entre les collectivités qui sont les premiers acteurs du territoire et sur le terrain et ces éco-organismes de manière contractuelle mais aussi de manière opérationnelle. À la fin des années 1970, à l'issue de la loi de 75, c'est là où on a assisté à la création des CIVOM, des SICTOM, de ces intercommunalités. Pourquoi? Parce que les petites communes, notamment rurales, se sont rendues compte qu'avec ces obligations, elles n'avaient pas les moyens, elles, d'organiser un service. Et donc, elles se sont tout de suite groupées avec d'autres collectivités, d'autres communes voisines pour dire on fait ensemble, on va acheter un camion ensemble, on va faire une collecte ensemble, on va éventuellement ouvrir une unité de traitement ou un centre d'enfouissement ensemble pour pouvoir gérer correctement ce service-là. On se rend compte aujourd'hui, avec les évolutions de l'intercommunalité au sens large, communauté d'agglomération, urbaine, métropole et autres, que souvent, les frontières de ces intercommunalités sont fondées sur la base des structures qui existaient pour la gestion des déchets. Donc la gestion des déchets a été un premier pas vers la création des intercommunalités. Donc si on a une échelle pertinente quelque part, c'est aujourd'hui. Elle était existante depuis les années 70 et elle devient encore beaucoup plus prégnante avec la création des intercommunalités qui intègrent dans leurs compétences cette partie déchets, au même titre que l'eau, que les transports ou que d'autres choses selon le niveau de collectivité que l'on peut avoir. Deuxième chose qu'on va voir sur la pertinence, ça va être des économies d'échelle qui sont potentiellement à faire.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émergence de syndicats départementaux, premièrement, ou de conventions d'entente. C'est-à-dire de travail qu'il va y avoir entre plusieurs collectivités qui, si elles ne fusionnent pas, vont partager ensemble des équipements communs parce que même à l'échelle d'un gros territoire, d'un département ou d'un demi-département, eh bien, ça ne peut ne pas suffire. C'est l'exemple, par exemple, sur les extensions de consignes de tri voulues par Citeo et voulues par les collectivités pour trier tous les plastiques. Mais les centres de tri évoluent, nécessitent des équipements coûteux, donc de la massification et des tonnages supplémentaires, et donc des fois, les centres de tri existants ne suffisent pas. Et on regroupe plusieurs collectivités sous forme de conventions, sous forme de services de sociétés publiques locales, par exemple, pour exploiter ces sites-là. Donc l'échelle pertinente, c'est l'échelle, on va dire, d'origine en termes d'intercommunalité, mais qui peut être à géométrie variable en fonction de l'intérêt que vont avoir les collectivités sur certains équipements. Je citais l'exemple des centres de tri avec de la mutualisation, par exemple, ou de voir en termes d'équipements, d'autres types d'équipements de traitement, quel intérêt on va avoir à travailler ensemble ou pas, ou la gestion intégrée que va avoir la gestion des déchets au sein des autres compétences d'une intercommunalité type métropole ou agglomération.